J'étais seul chez Sartre un après-midi de janvier quand le téléphone sonna. Camus s'est tué tout à l'heure en auto, me dit Lanzmann. Il rentrait du midi avec un ami. La voiture s'était fracassée contre un platane et il était mort sur le coup. Je reposai l'écouteur, la gorge serrée, la bouche tremblante. Je ne vais pas me mettre à pleurer, me dis-je. Il n'était plus rien pour moi. Je restai debout contre la fenêtre, regardant descendre la nuit sur Saint-Germain-des-Prés, incapable de me calmer, comme de sombrer dans un vrai chagrin. Sartre fut ému, lui aussi, et toute la soirée avec Bost, nous avons parlé de Camus. Avant de me coucher, j'ai avalé du Bella Dénal. Depuis la guérison de Sartre, j'en usais plus. J'aurais dû m'endormir, je ne fermais pas l'œil. Je me suis levé, vêtu à la diable, et je suis parti marcher dans la nuit. Ce n'était pas l'homme de 50 ans que je regrettais. Ce n'était pas ce juste sans justice, à la morgue ombrageuse et sévèrement masquée, qui avait rayé de mon cœur son consentement au crime de la France. C'était le compagnon des années d'espoir, dont le visage nu riait et souriait si bien. Le jeune écrivain ambitieux, fou de la vie, de ses plaisirs, de ses triomphes, de la camaraderie, de l'amitié, de l'amour, du bonheur. La mort le ressuscitait. Pour lui, le temps n'existait plus. Hier n'avait pas plus de vérité qu'avant-hier. Camus, tel que je l'avais aimé, surgissait de la nuit, au même moment retrouvé et douloureusement perdu. Toujours quand meurt un homme, meurt un enfant, un adolescent, un jeune homme. Chacun pleure celui qui lui a été cher. Il tombait une pluie fine et froide sur l'avenue d'Orléans. Des clochards dormaient dans l'embrasure des portes recroquevillées et transies. Tout me déchirait, cette misère, ce malheur, cette ville, le monde et la vie et la mort. Au réveil, j'ai pensé, cette matinée ne la voit pas. Ce n'était pas la première fois que je me disais ça, mais chaque fois est la première. Cayatte est venu, je me rappelle, nous avons discuté le scénario. Cette conversation n'était qu'un simulacre. Loin d'avoir quitté le monde, Camus, par la violence de l'événement qui l'avait frappé, en était devenu le centre, et je ne voyais plus que par ses yeux éteints. J'étais passé du côté où il n'y a plus rien, et je constatais, stupide et navré, les choses qui continuaient d'être alors, que je n'y étais plus. Tout le jour, je chancelais au bord de l'impossible expérience, toucher l'envers de ma propre absence. Ce soir-là, j'avais projeté de revoir Citizen Kane. J'arrivai en avance au cinéma et je m'assis dans le café d'en face, avenue de l'Opéra. Les gens lisaient les journaux, indifférents au grand titre de la première page et à la photo qui m'aveuglait. Je pensais à la femme qui aimait Camus, au supplice de rencontrer à tous les coins de rue ce visage public qui semblait appartenir à tous autant qu'à elle et qui n'avait plus de bouche pour lui dire le contraire. Ça me semblait un raffinement, des fanfares qui clament au vent votre secret désespoir. Michel Gallimard avait été grièvement blessé. Il avait été mêlé à nos fêtes en 44 et 45. Il mourut, lui aussi. Vian, Camus, Michel. La série des morts avait commencé. Elle continuerait jusqu'à la mienne, qui viendrait forcément trop tôt ou trop tard. Alors, c'est un passage tiré de La force des choses de Simone de Beauvoir dans cette édition de la Pléiade que j'ai empruntée hier à la Grande Bibliothèque, voulant vérifier l'appareil critique, voulant voir les notes, parce que Fabienne, qui veut toujours me faire plaisir et qui y parvient toujours, veut m'offrir cette édition-là des Mémoires de Simone de Beauvoir dans la Pléiade. Et moi qui ai lu, je peux facilement dire que la force de l'âge, la force des choses, tout compte fait, la cérémonie des adieux, Mémoire d'une jeune fille rangée, qui est le premier tome de cette série, eh bien, je les ai lus intégralement environ
7 ou 8 fois, peut-être davantage, et certains passages 10, 12 fois. Cet auteur, Simone de Beauvoir, et je l'ai dit souvent, et j'en étonne beaucoup d'ailleurs en disant que c'est mon auteur préféré. J'y retourne sans arrêt pour voir où j'en suis. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas grave, les choses qui comptent vraiment, on les dit sans relâche. Je la relis sans arrêt pour voir où j'en suis avec ma propre vie. Comme des bornes. Et toujours, j'y trouve quelque chose. Toujours, j'y revois ou qu'il y a une lumière qui m'apparaît. Alors, elle a commencé ces mémoires-là, elle était au début de la mi-cinquantaine. Elle dit que l'amour l'a vraiment abandonnée pour toujours. Elle avait commencé une relation avec Claude Lanzmann, qui est décédé en 2018. Claude Lanzmann, qui est prodigieux cinéaste, qui a fait Shoah, hein? Cet incroyable documentaire sur les camps d'extermination. Chef-d'œuvre inouï, en fait. Hein? 8 ou 9 heures, si ma mémoire est bonne. Et elle s'est lancée, elle commence d'ailleurs, elle ouvre la force des choses par cet amour elle se lance à corps perdu, elle a près de 40 ans. Lui, il a 20 ans plus jeune, son cadet. Et elle se lance à corps perdu dans cet amour-là, qui va durer à peu près 15 ans. Elle savait que c'est un amour, vu la différence d'âge, c'est un amour qui ne durerait pas, un amour qui n'avait pas de pérennité. Mais ces amours-là qui ne durent pas ont autant d'importance, quand on le sait, quand on les vit à fond, ont autant d'importance que n'importe quelle autre forme d'amour. Et c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé sur Simone de Beauvoir, que j'ai aimé dans le travail de Simone de Beauvoir, c'est son honnêteté, son intrépidité à saisir la vie. Je l'ai dit souvent, l'écriture, l'engagement politique, et l'amour, elle n'a rien, les voyages, elle n'a rien dissocié de sa vie. Et hier, voulant vérifier si je voulais recevoir ce cadeau, hein, imaginez donc, une des raisons, en fait, qui fait que j'avais des petites, et j'ai toujours des petites hésitations, c'est que je n'aime pas lire dans la Pléiade. J'aime pas lire dans la Pléiade, mais là, comme c'est un texte que je connais bien, alors j'ai un sentiment à la fois de familiarité, j'y retrouve le ton, j'y retrouve la manière, Beauvoir, et en même temps, vu que c'est imprimé sur du papier Bible, vu que l'ouvrage est beau, j'ai l'impression de le relire différemment. Alors, je relisais également on approche de la fin de la guerre d'Algérie. Elle est dévastée. Elle est complètement dévastée. C'est une guerre terrible, hein, vous le savez. Et là, c'est là qu'on comprend aussi. C'est là qu'on comprend que la décolonisation a été une aventure extrêmement douloureuse à la fois pour le pays colonisateur, la France, et surtout pour les pays conquis qui ont eu une infinie difficulté à se dépaître de cette engeance-là. Et ce qu'on entend aussi, c'est que l'opinion publique, ce qu'on lit, l'opinion publique était très pro-Algérie française et supportait assez bien les exactions de l'armée française. Et on ressent nous sommes à la fin, ça m'a frappé hier soir, nous sommes à la fin au début des années 60, 61, et l'atmosphère est terrible en France en 61. Et tout à coup, ça m'a paru très, très, très lointain, 1961. Je me suis rappelé alors que c'était l'année de ma propre naissance. Que j'étais un enfant, un bébé. Et déjà, il faut croire que je m'en viens un homme qui a atteint pas mal de maturité, puisque ces années-là m'apparaissent lointaines. Elle évoque ici les disparitions de Camus, Boris Vian. Et moi-même, depuis un certain temps, le nombre de mes morts à moi commence à se multiplier. Des collègues, des amis très chers, très proches, Georges Raby, qui est mort il y a quelques semaines,
Georges avec qui j'avais des conversations quotidiennes. Nous parlions au téléphone pratiquement tous les jours. Et Georges, qui était une véritable encyclopédie de la littérature québécoise, des auteurs obscurs. Et nous avions beaucoup de plaisir à deviser l'un et l'autre sur ces objets-là rares. Les poètes. Voilà. Je n'aurais probablement plus... j'entre dans cet âge un peu critique où est-ce que j'ai envie... Je veux dire, en fait, ce que j'aimais dans ma relation avec Georges, ce que j'aimais, c'était le plaisir d'échanger, même s'il était mon aîné, on échangeait. Alors, est-ce que je vais trouver, est-ce qu'un jour j'aurai moi-même ce genre de rôle-là avec un jeune érudit qui aura du plaisir à allumer quelques-unes de mes lumières et qui aura du plaisir à recevoir quelques-unes des miennes également? C'est possible. Est-ce que je voulais un dernier passage? Ouais, écoutez, j'ai parcouru rapidement Une mort très douce, qui est l'agonie et la mort de la mère de Simone de Beauvoir. Et c'est assez rude aussi. Il y a un passage où elle décrit sa relation avec elle, une relation difficile. La mère admirait beaucoup la fille, mais ne la comprenait pas. Et elle dit une phrase... j'ai essayé de vous... Ouais, ben voilà. Je vais vous lire ce passage-là qui m'a taraudé. Je me suis endormi là-dessus. Le silence entre nous est devenu tout à fait opaque. Jusqu'à la sortie de l'invité, elle a presque tout ignoré de ma vie. Elle a essayé de se convaincre qu'au moins sur le plan qu'au moins sur le chapitre des mœurs, j'étais sérieuse. La rumeur publique a démoli ses illusions, mais à ce moment-là, notre rapport avait changé. Elle dépendait matériellement de moi. Elle ne prenait aucune décision pratique sans me consulter. J'étais le soutien de famille, en quelque sorte son fils. D'autre part, j'étais un écrivain connu. Ces circonstances excusaient en partie l'irrégularité de ma vie, que d'ailleurs elle réduisait au minimum. Une union libre, moins impie, somme toute, qu'un mariage civil. Souvent choquée par le contenu de mes livres, elle était flattée par leur succès. Mais, par l'autorité qu'il me conférait à ses yeux, il aggravait son malaise. J'avais beau éviter toute discussion, ou peut-être précisément parce que je les évitais, elle pensait que je la jugeais. Ouais, ben cette dernière phrase-là m'a interpellé. J'avais beau éviter toute discussion, ou peut-être précisément parce que je les évitais, elle pensait que je la jugeais. Alors, je vais arrêter cette vidéo-là. Et c'est peut-être ça aussi la maturité. On se dit, ça sert à rien d'aller jouer dans les vieilles blessures. Ça sert à rien de brasser les cendres encore chaudes, encore brûlantes, pour aviver au fond un sentiment qu'on juge ne plus avoir, qui n'a plus avoir cours. Un sentiment que l'on juge indigne de l'être supposément mature, qu'on est censément être devenu. Et que peut-être les personnes qui ont encore des litiges avec nous, nécessairement, ne partagent pas cette pseudo-sagesse, cette pseudo-retenue, ce silence-là qui est peut-être au fond une forme terrible d'accusation. Examinons-nous, continuons. Alors voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. J'espère que vous avez compris que mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes dans l'atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Montréal, le 17 décembre 2018. Atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à nous rendre visite dans cet atelier librairie. Et vous pouvez également aller vous balader sur nos pages Facebook respectives, à Fabienne Roch et moi, qui sont ouvertes à tout vent. Merci et bonne soirée à tous.